Le stylo trembla dans ma main, non par faiblesse de l'âge, mais par le gel que contenaient les mots de ma fille unique en me tendant cette sentence de mort civile. Je suis Colette, 72 ans, ancienne commissaire-priseur et veuve avisée. Elle avait oublié que celle qui passa sa vie à détecter les faux reconnaît de loin un amour frauduleux. Le silence de mon appartement, qui était autrefois mon sanctuaire, semblait peser des tonnes en cet après-midi de mardi. J'étais assise dans mon fauteuil en cuir, celui-là même où mon défunt mari Henri aimait lire le journal les dimanches. L'odeur de l'encaustique du parquet ancien se mélangeait au parfum fort et écœurant que Solange, ma fille, avait mis en excès. Peut-être pour masquer l'odeur de la trahison, pensais-je. La lumière du soleil entrait par les fentes du store, illuminant la poussière qui dansait dans l'air comme les jours de ma vie qui s'échappaient lentement. J'ai toujours été une femme de détail. Pendant 40 ans, j'ai travaillé dans les ventes aux enchères, évaluant des pièces anciennes, des tableaux, des bijoux de famille déchus et du mobilier d'empires effondrés. Mes yeux furent entraînés à voir la rayure imperceptible sur un vase en porcelaine, la signature douteuse dans le coin d'une toile, le bois creux derrière un vernis brillant. Et là, devant moi, se tenait la plus grande contrefaçon que j'ai jamais vue. Le sourire de ma fille. Solange n'a jamais été du genre à faire des visites occasionnelles. Depuis qu'elle s'était mariée avec Jérôme, un individu qui a plus de dettes que de cheveux sur la tête, ses visites étaient devenues rares et se terminaient invariablement par une demande d'argent qui ne revenait jamais. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle n'était pas venue demander de la petite monnaie. Elle était venue chercher tout le coffre-fort. Elle entra dans la chambre sans frapper, avec cette mallette en cuir exécutive sous le bras, marchant avec ses talons hauts qui claquaient sur le parquet. Elle ne demanda pas comment allait ma tension, ne voulut pas savoir si j'avais déjeuné, ne remarqua même pas que j'avais changé les rideaux. « Maman, éteins cette télévision, nous devons parler sérieusement », dit-elle en tirant déjà la chaise du secrétaire près de moi. Sa voix avait cette urgence fabriquée de vendeur de rue. « Bonjour à toi aussi, ma fille. Tu veux un café ? J'ai fait un 4/4. Je n'ai pas le temps pour un gâteau, maman. Jérôme m'attend dans la voiture, c'est de la paperasse. Des choses ennuyeuses, vous savez, mais nécessaires. » Elle ouvrit la mallette et commença à étaler des papiers sur la petite table basse couvrant mes magazines de mots croisés. C'étaient des documents avec des en-têtes officielles, beaucoup de lignes, des lettres minuscules, de la paperasse notariale. Mon cœur fit un bond, mais mon visage resta lisse, impassible. Des années à tenir le marteau sur le pupitre m'avaient appris à ne jamais montrer d'émotion avant l'enchère finale. « Qu'est-ce que tout ceci, Solange ?» demandai-je en ajustant mes lunettes sur le bout de mon nez, feignant une confusion que je ne ressentais pas. Je savais lire des documents à l'envers si nécessaire. « Maman, nous devons être pratiques, » commença-t-elle, en utilisant ce ton de voix qu'on emploie avec les enfants ou les personnes très lentes. « Vous avez déjà 72 ans. La santé est une chose fragile. Dieu nous en préserve. Mais s'il arrive quelque chose demain, la succession est un cauchemar. L'État prend la moitié, les avocats prennent le reste et la bureaucratie bloque tout pendant des années. » Elle fit une pause dramatique en prenant ma main. Sa main était froide et moite. « Jérôme et moi avons consulté un spécialiste. Le mieux est que vous transfériez tout à mon nom maintenant. L'appartement ici dans le quartier impérial de Strasbourg, la maison de Colmar, les placements à la banque, nous faisons une donation entre vifs. Tout est réglé. »« Tout ?» répétai-je en la regardant dans les yeux. « Et moi, je reste comment ?»« Ah, maman, rien ne change, » elle rit, un son nerveux. « Vous continuez à habiter ici, bien sûr. C'est juste sur le papier. C'est pour faciliter quand vous mourrez. Ainsi, je n'aurai pas de tracas dans le futur. »« Quand vous mourrez. » La phrase resta suspendue dans l'air, lourde et toxique. Ce n'était pas si vous venez à partir un jour ou dans un futur lointain. C'était un cant impatient, comme si elle regardait sa montre, attendant l'expiration de ma date de péremption. Je regardai ses papiers et pris le stylo. Ma main trembla légèrement, volontairement. Je signais chaque page. Pendant que l'encre bleue marquait le papier blanc, mon esprit volait vers les détails que Solange ignorait. Elle ne savait rien de la restructuration patrimoniale que j'avais faite 5 ans plus tôt. Elle ne savait rien de la société civile immobilière. La signature que je donnais ne valait pas le papier sur lequel elle était écrite. « Voilà !»
dis-je en fermant le stylo. Tout est à toi. Solange ramassa les papiers avec une rapidité vorace. Merci, maman. Vous m'enlevez un poids des épaules. Elle m'embrassa rapidement sur le front et sortit. Quand la porte claqua, je pris mon téléphone et appelai Maître Rousseau. C'est moi, Colette. Oui, c'est arrivé exactement comme prévu. Ils ont mordu à l'hameçon. Préparez la deuxième phase. Le jeu venait de commencer. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je me réveillais avant le soleil avec cette vieille habitude, de celle qui passa toute sa vie à ouvrir la boutique avant les employés. Le silence de la maison, qui hier semblait un manteau de plomb, avait aujourd'hui un autre poids. C'était le silence concentré d'une galerie d'art, quelques minutes avant le début de la vente. Je me levai du lit en sentant mes articulations craquer, un rappel constant que le corps vieillit, même si l'esprit reste affûté comme un scalpel. J'allai à la cuisine et préparai mon café. Rien de capsule moderne ou de machine bruyante. J'aime le rituel de la cafetière à piston, de l'eau qui bout dans la bouilloire en fonte, de l'arôme qui monte et envahit la maison avec des odeurs de souvenirs. Pendant que l'eau chauffait, je regardais par la fenêtre les immeubles voisins du quartier impérial de Strasbourg. Combien de ces fenêtres cachaient des histoires pareilles à la mienne? Je pris la tasse fumante et marchai jusqu'au bureau d'Henri. J'avais maintenu cette pièce intacte depuis son départ. Le fauteuil en cuir vert, la bibliothèque en acajou massif qui va du sol au plafond, les catalogues de vente aux enchères de Londres et de New York, empilés avec une précision militaire. C'était là, dans ce sanctuaire de poussière et de sagesse, que ma véritable défense était gardée. Solange et Jérôme pensèrent que la bataille se jouerait chez le notaire, avec des papiers signés à la hâte et des sourires faux. Pauvres d'eux, ils ne savaient pas que la guerre avait déjà été gagnée 5 ans plus tôt. Un après-midi pluvieux, quand je décidai d'écouter le conseil de mon vieil ami et avocat, Maître Rousseau. Je marchai jusqu'au tableau qui décorait le mur derrière le bureau principal. Une réplique parfaite d'un Delacroix, si bien faite qu'elle tromperait un amateur. Mais je savais exactement où se trouvait le coup de pinceau erroné dans le coin inférieur gauche. J'écartai le cadre lourd, révélant le coffre-fort encastré dans le mur. Mes doigts, qui hier tremblèrent volontairement devant ma fille, tournèrent maintenant le secret avec fermeté et précision. Droite, gauche, droite. Le clic métallique du verrou qui s'ouvrait fut la musique la plus douce que j'entendis ce matin-là. À l'intérieur, il n'y avait pas de liasse d'argent ou de bijoux éparpillés. Mon trésor était du papier. Des dossiers bleus épais, organisés par année et par importance. Je sortis le dossier principal, celui avec l'étiquette SCI Colette et Henri. Je m'assis dans le fauteuil d'Henri et ouvris le classeur. L'odeur du papier gardé m'apporta une vague de confiance. Là se trouvait l'acte réel de ma vie. Solange pensait que j'avais signé la donation de l'appartement et de la maison de Colmar, et j'ai bien signé. Le document qu'elle m'apporta disait que Colette, personne physique, donnait le bien tel à Solange. Le problème est que Colette, personne physique, ne possède aucune brique de cet appartement depuis 5 ans. Tout ce qu'Henri et moi avons construit fut intégré dans cette société civile immobilière. La propriétaire des immeubles, des comptes bien remplis et des investissements est l'entreprise SCI Colette et Henri. Et qui est la gérante de l'entreprise? Moi, avec une clause en or, l'administration viagère et absolue, avec pouvoir de veto sur toute transaction. Pour transférer un bien, il ne suffit pas de ma signature sur un papier de donation simple. Il faut une modification statutaire au registre du commerce et des sociétés, une assemblée d'associés, un procès-verbal enregistré. La signature que j'ai donnée à Solange hier a la même valeur légale qu'un chèque sans provision. C'est une promesse de vente de quelque chose que techniquement je ne possède pas en personne physique pour donner. Je passai ma main sur les feuilles, relisant les clauses que Maître Rousseau rédigea avec tant de soin. Clause d'inaliénabilité. Si Solange se séparait, Jérôme ne verrait pas la couleur de l'argent. Clause d'insaisissabilité. Les dettes de Jérôme ne pourraient pas atteindre le patrimoine. Et ma favorite, l'usufruit viager, qui me donnait le pouvoir total de décision tant que je respirais. J'avais construit une forteresse juridique autour de l'héritage de mon mari. Je fermai le dossier et respirai profondément.
Je pris mon téléphone et composai un numéro que je connaissais par cœur. Maître Blanchard? C'est moi, Colette. Oui, c'est arrivé exactement comme prévu. Ils ont mordu à l'hameçon. Pouvez-vous préparer le protocole? Maître Blanchard, mon notaire de confiance, connaissait la structure de ma SCI. Il savait que ces papiers étaient juridiquement impossibles. Colette, vous voulez que je les bloque à l'entrée? Que j'explique que les immeubles appartiennent à la SCI et que la donation est nulle? Non, répondis-je. Je ne veux pas que vous les arrêtiez maintenant. Je veux que vous receviez les papiers. Donnez-leur le récépissé d'entrée. Laissez-les déboucher le champagne. Mais dans 5 jours ouvrables, tout revient refusé, parce que la titularité ne correspond pas. 5 jours, c'est le temps dont j'ai besoin. Le délai légal pour la surprise. Maître Blanchard laissa échapper un petit rire. Vous êtes toujours terrible, Colette. Henri avait raison d'avoir peur de vous contrarier. Très bien, je vais instruire mon clerc d'accepter le protocole et de donner le délai standard. Je raccrochais. Le plan était tracé. J'avais 5 jours. 5 jours de calme avant la tempête. Je me levai et appelai Thomas, un ancien catalogueur qui avait travaillé avec moi au temps glorieux de la galerie. Thomas, j'ai besoin d'un inventaire de tout l'appartement. Tout, jusqu'aux chandeliers en argent. Photos haute résolution et étiquettes discrètes. Il ne posa pas de questions. Il commença à travailler immédiatement. Si Solange et Jérôme pensaient entrer ici et emporter ce qu'ils voulaient, ils auraient une surprise désagréable en découvrant que chaque objet avait déjà un propriétaire enregistré, la SCI. Je sortis dans la rue de Strasbourg. Le vent frais me fouetta le visage. Je pris un taxi. Pour le centre, s'il vous plaît. Quartier de la Presqu'île. J'ai une réunion à la banque. J'allais vérifier mes comptes, mais pas pour transférer quoi que ce soit. J'allais m'assurer que chaque centime était blindé, verrouillé à 7 clés. Pendant que la voiture avançait dans le trafic, j'imaginais Solange et Jérôme chez le notaire, tenant les mains l'un de l'autre, rêvant de voyages en Europe et de voitures de sport. Ils ne savaient même pas qu'ils tenaient un billet gagnant qui avait déjà dépassé sa date de validité. Le jeu d'échecs avait commencé et je venais de déplacer ma reine vers le centre de l'échiquier. Le samedi matin, l'interphone sonna. C'était eux. « Madame Colette, c'est Jérôme. Nous montons. » La voix dans le haut-parleur avait une arrogance nouvelle, une intimité forcée de celui qui se sent déjà propriétaire. « Vous pouvez monter, mon fils, » répondis-je avec la douceur de celle qui offre du poison dans un pot de miel. Quand la porte s'ouvrit, Solange entra en virevoltant avec une robe fleurie qui ne correspondait pas à la froideur de ses yeux. Jérôme venait juste derrière, tenant un télémètre laser et une tablette, avec la posture d'un entrepreneur évaluant un terrain vague pour démolition. « Bonjour, maman. » Solange me donna cette étreinte molle, sans coller la poitrine, embrassant l'air près de ma joue. « Nous avons apporté des croissants de cette boulangerie chic. Vous devez bien vous alimenter. » « Oh, quelle gentillesse !» souris-je en prenant le sac en papier. Thomas est en train de finir de nettoyer des meubles dans le salon. Ne faites pas attention au désordre. Jérôme s'arrêta au milieu du hall d'entrée, regardant le plafond avec dédain. « Écoutez, Colette, cet appartement a du potentiel, mais il est très figé dans le temps. Ce lustre, par exemple, c'est trop lourd. Nous avons besoin de lumière, de spots LED, de faux plafonds, des choses modernes. » Je regardais le lustre en cristal baccarat, une pièce du 19e siècle qui valait plus que la voiture importée qu'il conduisait. « Vous avez raison, » acceptai-je en gardant l'expression neutre. « Tout est très vieux ici, comme moi. »« Ne parlez pas comme ça, belle maman. » Jérôme rit en me tapotant le dos avec une force inutile. « C'est juste une question de mise à jour, de valorisation de l'actif, vous comprenez? Après que les papiers du notaire sortent, nous pouvons déjà commencer à penser à un projet. » Jérôme alluma le télémètre laser. Le point rouge dansa sur le mur de la salle à manger, traversant une toile à l'huile d'un peintre moderniste français. Il ne vit pas l'art, il vit seulement un mur à démolir. « Solange, note », il commanda sans regarder son épouse. « Ce mur ici part. Nous allons intégrer la cuisine avec le salon. Concept ouvert. C'est beaucoup plus commercial. »« Mais Jérôme, » intervins-je, avec la voix douce de celle qui demande la permission. « Ce mur a la tuyauterie hydraulique de l'immeuble. Si vous touchez là, ça inonde les 3 étages en dessous.
Henri disait toujours que la structure de cet immeuble est capricieuse. Jérôme me regarda avec condescendance, ce regard que les hommes médiocres réservent aux femmes qu'ils jugent ignorantes. « Colette, aujourd'hui l'ingénierie résout tout. Ne vous inquiétez pas des détails techniques. » J'avalai la réponse sèche qui monta à ma gorge. Pendant que Jérôme jouait à l'architecte destructeur, Solange circulait parmi les objets plus petits. Je vis quand elle s'arrêta devant une statuette en bronze signée, un petit danseur de Degas que je gardais sur le buffet. Ses yeux brillèrent, non pas avec l'admiration pour la beauté de la pièce, mais avec le calcul monétaire. « Au fait, » commença Jérôme en rangeant le télémètre, « nous avons pensé, vous allez être très seul ici pendant la rénovation. Ce sera beaucoup de poussière, de bruit. Ce n'est pas un environnement pour une personne âgée. »« Et que suggérez-vous » demandai-je en buvant mon café noir. « Regardez, il y a une maison de retraite excellente en banlieue. Ça s'appelle Les Tournesols. C'est magnifique, maman. Il y a un jardin, des infirmières 24 heures, des activités de groupe. »« Maison de retraite » demandai-je, le mot sortant froid. « Non, imaginez. C'est un résidentiel senior. » Jérôme corrigea rapidement. « Du haut standing. Nous payons avec les revenus des loyers des autres biens que vous avez transférés. Ainsi, vous ne dépensez pas votre retraite. » L'audace n'avait pas de limite. Il planifiait déjà de m'expédier loin pour pouvoir éventrer mon appartement et tout vendre sans une vieille gênante dans les parages. « La banlieue est loin, pondérai-je. J'aime ici. J'ai mes médecins, mon église. »« Mais c'est temporaire, maman, » mentit Solange. Je vis le mensonge danser dans ses yeux. Le temporaire deviendrait permanent dès qu'il changerait la serrure. Seulement jusqu'à ce que les travaux se terminent. Après, vous revenez, ou peut-être nous achetons un petit appartement pour vous, plus facile à nettoyer. Je vais y penser avec tendresse, mentis-je en retour. Vous êtes tellement préoccupé par moi. Parfois, je pense que je ne le mérite pas. Bien sûr que vous le méritez, Colette. Jérôme sourit. La famille, c'est pour ça. On prend soin l'un de l'autre. Ils finirent la visite et partirent, marchant avec leurs talons bruyants. Quand ils sortirent, je restai assise. Thomas avait fini d'étiqueter l'argenterie. « Ils semblent anxieux, Madame Colette, » commenta-t-il. Anxieux et affamé, Thomas. La pire combinaison. Ils pensaient avoir mesuré l'appartement aujourd'hui, mais ce qu'ils avaient mesuré était la taille de leur propre stupidité. Le délai du notaire expire mardi. Je veux tout documenter avant que le spectacle commence. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. Je vis leur voiture là-bas en bas, arrêtée au feu. Jérôme gesticulait, probablement en discutant où dépenser le premier million. Ils étaient pathétiques dans leur certitude. Je pris mon téléphone. « Maître Rousseau ? C'est moi. Ils sont venus mesurer l'appartement. Ils parlent déjà de maison de retraite en banlieue. » Maître Rousseau rit de l'autre côté de la ligne. Ils ne perdent pas de temps. L'injonction de la SCI est déjà prête. Mardi, le notaire libérera la note de retour avec les exigences. Ce sera une douche froide. L'horloge murale marqua 14h30 avec une ponctualité britannique que Jérôme n'aurait jamais. J'étais assise dans mon fauteuil favori avec un livre d'art ouvert sur mes genoux. Le téléphone sonna. C'était Monsieur Dupont de la réception. « Madame Colette, votre fille et son mari viennent d'arriver. L'homme est essoufflé, madame. Il est passé par le tourniquet sans même dire bonjour. Il monte. »« Merci, Dupont. Laissez-les monter. Tout est sous contrôle. » Je raccrochai et respirai profondément. L'odeur de café frais flottait encore dans le salon, mais serait bientôt remplacée par l'aigreur de la frustration. Il ne fallut pas 2 minutes pour que la porte d'entrée soit ouverte avec violence. Jérôme entra en premier, le visage rouge comme un poivron, tenant un papier froissé comme si c'était une arme. Solange venait juste derrière, les yeux gonflés, le maquillage barbouillé. Ils ne me donnèrent pas de baiser, ne demandèrent pas comment allait ma santé. Quelle mascarade est-ce là, Colette ? Jérôme cria en jetant le papier sur la table basse au-dessus de mon livre d'art. « Vous pensez que je suis idiot ? » ?»« Bon après-midi à vous aussi, Jérôme, » répondis-je sans me lever. « Maman, pour l'amour de Dieu, ne faites pas l'innocente. » Solange explosa. « Nous avons eu honte. Le notaire a retourné le dossier devant tout le monde. Il a dit que vous ne pouvez rien donner. » Je regardais le papier sur la table.
C'était la note de retour du bureau des hypothèques, le verdict bureaucratique que j'attendais déjà. « Comment je ne peux pas ?» demandai-je. « J'ai signé tout ce que vous avez demandé. »« Vous avez signé un papier sans valeur, » cria Jérôme. « Le bureau des hypothèques a dit que les immeubles ne sont pas à votre nom. Ils ont dit qu'ils appartiennent à une certaine SCI Colette et Henri. Quelle histoire est-ce? Vous avez vendu les immeubles et ne nous avez rien dit? » Je n'ai rien vendu, Jérôme. Ma voix changea. Le ton tremblant et doux disparut. Ce qui sortit de ma gorge fut la voix de la commissaire-priseur qui commandait des salles bondées. Ferme, projetée et non négociable. « Asseyez-vous. » Le changement brusque dans mon ton fit Solange arrêter de gémir. Jérôme se figea au milieu du salon. « Qu'avez-vous dit ?» J'ai dit « Asseyez-vous maintenant », pointai-je vers le canapé. Ils s'assirent sur le bord du canapé, comme deux enfants appelés au bureau du directeur. « Vous êtes allé au notaire aujourd'hui en espérant sortir de là avec le patrimoine de 40 ans de travail à moi et à mon mari, commençai-je. Vous pensiez que ce serait facile, une signature et voilà. La vieille va à la maison de retraite et nous démolissons les murs. » Solange écarquilla les yeux. « Maman, comment savez-vous pour la maison de retraite ?»« Je sais tout, Solange. Je sais les dettes de Jérôme. Je sais la boutique qui a fait faillite. Je sais que vous voyez cet appartement non pas comme un foyer, mais comme un distributeur automatique pour financer vos délires de grandeur. » Jérôme tenta de récupérer la posture de mal alpha. « Écoutez, Colette, vous ne venez pas faire de sermon. Le fait est que vous nous avez trompés. C'est de l'escroquerie. Vous avez signé une donation frauduleuse. » « Fraude ?» Je laissai échapper un rire court et sans humour. « Parlons de fraude, Jérôme. Fraude, c'est essayer de convaincre une veuve âgée qu'elle doit abandonner tout pour faciliter la succession. Ce que j'ai fait, c'était de la légitime défense. Je me levai du fauteuil. Je marchai jusqu'à l'étagère et pris le dossier bleu. Je le jetai sur la table à côté de la note du notaire. « Ouvrez !» ordonnai-je. Jérôme prit le dossier avec méfiance. En l'ouvrant, ses yeux parcoururent les lignes du contrat social de la SCI. Je vis le moment exact où il comprit. « Une SCI », il murmura. « Tout intégré, capital fermé. »« Exactement, confirmai-je. » Il y a 5 ans, Henri et moi, prévoyant que notre fille unique s'était mariée avec un homme incapable de gérer une baraque à limonade, avons blindé tout. L'appartement, la maison de Colmar, les placements. Rien n'est à moi. Colette, personne physique. Tout est à l'entreprise. Et l'entreprise a une gérante viagère avec des pouvoirs absolus. Moi. Solange prit le papier de la main de son mari. « Bon, mais maman, cela signifie que la donation que vous avez faite est nulle. » Solange, du papier déchiré. « Ça ne vaut même pas le coup de la légalisation de signature. Vous avez essayé de me faire le coup du coffre, mais vous avez oublié de vérifier si le coffre était à mon nom. Vous avez acheté du vent. » Le silence qui suivit fut lourd, étouffant. Jérôme laissa tomber le dossier. « Vous avez planifié ça? Ce théâtre. Signez ici, maman. Vous vous moquiez de nous tout le temps. » Je ne me moquais pas, Jérôme. Je pleurais à l'intérieur. Si vous m'aviez demandé de l'aide honnêtement, j'aurais aidé. Mais vous avez choisi le chemin de la trahison. Solange commença à pleurer. Jérôme a dit que c'était le mieux, maman. Nous devons de l'argent aux usuriers. Ils menacent. Alors c'est ça. Vous vouliez mon toit pour payer les erreurs de Jérôme. Je marchai jusqu'à la table et pris le téléphone. Qu'allez-vous faire? Jérôme fit un pas vers moi. Je vais appeler le concierge et demander qu'il appelle la police si vous ne sortez pas d'ici dans 5 minutes. Et ensuite, je vais appeler Maître Rousseau. À partir d'aujourd'hui, l'argent de poche de Solange est coupé. La carte de crédit additionnelle annulée. La voiture que vous conduisez sera récupérée demain matin. Le choc sur le visage de Solange fut visible. Maman, vous ne pouvez pas faire ça. Je peux et je vais. Alors je suggère que Jérôme trouve un emploi. J'ai entendu dire qu'il recrute des emballeurs au supermarché du coin. Vous êtes une sorcière, Colette. Jérôme cracha les mots. Vous allez mourir seule. Mieux vaut seule que mal accompagnée par des vautours, répliquai-je. Sortez maintenant. Solange se leva et tenta de m'embrasser dans un dernier acte de désespoir manipulateur. Je fis un pas en arrière, évitant le contact. Ça fit mal. Je te pardonne, Solange.
Comme mère, je te pardonne. Mais comme gérante du patrimoine que ton père a sué sang et eau pour construire, je ne te fais pas confiance. » Ils marchèrent vers la porte. Quand Jérôme ouvrit la porte pour sortir, il se retourna une dernière fois. « Ça ne va pas rester comme ça. »« Essayez, Jérôme. Maître Rousseau va adorer. Il a des vidéos des réunions du conseil, des certificats médicaux annuels attestant ma santé mentale pleine. Vous allez dépenser l'argent que vous n'avez pas avec des avocats qui vont rire de votre cause. » Il claqua la porte avec tant de force que le tableau dans le couloir trembla, mais ne tomba pas. Je restai seul à nouveau. Je m'assis lentement dans le fauteuil. Mes jambes, qui s'étaient maintenues fermes pendant la confrontation, faiblirent. Je regardais mes mains. Elles étaient vides de papier, mais pleines de pouvoir. Je me levai et allai à la fenêtre. Là-bas, en bas, je vis Solange monter dans la voiture. Je les vis partir. Je retournai à la cuisine. Je me servis d'un verre de vin blanc. Le goût était parfait. Il y avait une tranquillité étrange en moi. La tranquillité de celle qui a monté un piège et a vu la proie y entrer de son plein gré. 3 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi de mardi où j'expulsais la cupidité de mon salon, et l'air dans mon appartement n'avait jamais été aussi léger. Ce n'était plus le silence lourd et poussiéreux d'une veuve qui attend la mort. C'était maintenant le calme doré de celle qui a repris les rênes de son propre destin. Le téléphone ne sonnait plus avec des demandes déguisées en affection. Ma routine avait changé. Au lieu de rester à la maison à attendre des visites qui ne venèrent que pour sucer, mon agenda était plein. J'étais retourné donner des consultations informelles pour de vieux collectionneurs, des gens qui savent qu'un regard entraîné vaut plus que 10 algorithmes d'ordinateur. Les nouvelles sur Solange et Jérôme m'arrivaient, apportées par le vent efficace des ragots sociaux et par les rapports discrets de Maître Rousseau. J'appris que la voiture argentée, ce symbole de statut qu'il défilait, fut récupérée la semaine suivant notre confrontation. On dit qu'il y eut une scène lamentable devant leur immeuble, avec Jérôme criant sur l'huissier de justice et Solange pleurant assise sur le trottoir. Ils durent sortir du duplex loué. La réalité frappa à la porte avec un mandat d'expulsion pour défaut de paiement. Ils déménagèrent dans un appartement exigu à Vaux-en-Velin, un quartier honnête, mais loin du glamour qu'ils jugeaient mérité. Le plus ironique, et la vie a un sens de l'humour particulier, est le nouvel emploi de Jérôme. L'homme qui voulait démolir les murs de mon appartement historique travaillait maintenant au comptoir d'un magasin de matériaux de construction, vendant du ciment et du mortier. J'appris qu'il devait pointer à 8 heures du matin et porter un uniforme. Peut-être que le travail dur redresserait la colonne vertébrale qu'il n'avait jamais eue. Quant à Solange, ma fille découvrit que la vie sans carte de crédit illimitée exige des compétences qu'elle ne s'était jamais préoccupée de développer. Les ongles en gel furent les premiers à partir, incompatibles avec le ménage de sa propre maison et avec les gâteaux en pot qu'elle commença à essayer de vendre. Oui, des gâteaux. Elle qui avait méprisé mon 4/4 cet après-midi-là. J'appris qu'elle appelait des parents éloignés, pleurant toutes les larmes de son corps, disant que sa mère était devenue folle. Qu'ils parlent. La folie de la mère fut la seule chose qui empêcha qu'ils aillent en prison pour dette. Mais je ne passais pas mes jours à me réjouir de leur chute. Ce serait mesquin. Mon énergie coulait maintenant vers où elle donnait des fruits. Avec l'argent qui avant s'écoulait par le drain de l'argent de poche de Solange, je pris une décision qu'Henri applaudirait debout. Je créai le projet Nouveau Regard, une initiative petite mais puissante, focalisée sur de jeunes restaurateurs d'art venant de la périphérie. Hier, je passais l'après-midi dans l'atelier improvisé que j'installais dans une des chambres vides, celle que Jérôme voulait transformer en salle de télévision. J'enseignais à Yasmine, une jeune fille de 22 ans, avec des mains de fée et des yeux d'aigle, à nettoyer une toile du 19e siècle. La patience qu'elle avait, le respect avec lequel elle touchait le pinceau, la révérence pour l'histoire de cet objet. Je vis en elle la fille que j'aurais aimé avoir. Quand elle réussit à retirer la couche de vernis oxydé et révéla les couleurs originales de la peinture, elle pleura et m'embrassa. Une étreinte vraie, chaude, sans arrière-pensée. « Merci, Madame Colette. Personne n'a jamais cru que je pouvais toucher à des choses si précieuses. »« La valeur n'est pas dans la chose, ma petite, c'est dans celui qui en prend soin, » répondis-je. J'investissais mon patrimoine dans des gens vivants,
dans des rêves qui ont besoin d'engrais pour grandir. Je rénovais l'aile infantile de la paroisse du quartier. Chaque chèque que je signais maintenant, je le signais avec plaisir, avec mon stylo Montblanc, allait construire quelque chose. Je découvris que l'argent est comme l'eau. S'il reste immobile, il pourrit et crée de la boue. S'il circule, il génère vie et énergie. Parfois, quand la nuit tombait et que je restais seul sur mon balcon regardant les lumières de Strasbourg, je me permettais de réfléchir sur ce voyage. La douleur de la trahison de Solange existait encore. C'était une cicatrice dans le tissu de mon âme. Mais l'œuvre continuait entière. J'avais dû mourir symboliquement pour ma fille, pour pouvoir renaître comme la femme que je suis. La société essaye de nous convaincre qu'après 60 ou 70 ans, notre seule fonction est de ne pas donner de travail et de mourir vite pour faciliter la bureaucratie. Combien d'entre nous n'ont-elles pas entendu cela déguisé en soins? Combien ne livrent-elles pas tout par peur de la solitude et finissent oubliées dans un coin? Je refusais ce rôle. J'appris que la vieillesse apporte un super pouvoir que la jeunesse ignore. L'invisibilité stratégique. Ils ne nous voient pas arriver. Ils sous-estiment notre intelligence, et c'est là que nous gagnons le jeu. Pendant qu'ils courent anxieux, nous observons, calculons et agissons avec la précision de celle qui a déjà vu ce film 1000 fois. Je n'étais pas seulement une survivante, j'étais une stratège qui défendit son territoire. Je finissais de m'habiller pour un vernissage à la Galerie Bellecour, un événement mondain dans le quartier impérial que je ne fréquentais plus depuis des années, parce que je pensais ne plus avoir l'âge pour cela. Le miroir reflétait une Colette que j'avais oubliée. La robe en soie bordeaux avait une coupe impeccable et le collier de perles, le vrai, celui qui restait enfermé dans le coffre pour que Solange ne le convoite pas, brillait sur mon cou avec la dignité de celle qui survécut au fond de la mer. Ma routine avait changé. Au lieu de rester chez moi à attendre des visites qui venaient seulement pour sucer, mon agenda était plein. La sensation d'entrer dans une pièce et de voir les têtes se tourner en respect et non en pitié était enivrante. Je n'étais pas la petite vieille du 71, j'étais Colette, la dame qui s'est distinguée un faux à 10 mètres de distance. Avec l'argent qui avant s'écoulait, j'avais créé le projet Nouveau Regard. J'enseignais à Yasmine et à d'autres jeunes de la périphérie. Hier, quand elle réussit à restaurer une toile ancienne, elle pleura et m'embrassa. Une vraie étreinte. J'investissais dans des gens vivants, dans des rêves qui ont besoin de lumière pour grandir. J'avais découvert que l'argent est comme l'eau. S'il reste immobile, il pourrit. S'il circule, il génère vie. Parfois, quand la nuit tombait, je me permettais de réfléchir. La douleur de la trahison de Solange existait encore, comme une cicatrice dans le tissu de mon âme. Mais l'œuvre continuait entière. J'avais dû mourir symboliquement pour ma fille pour pouvoir renaître comme la femme que je suis. La société essaye de nous convaincre qu'après 70 ans, notre seule fonction est de ne pas donner de travail et de mourir vite. Je refusais ce script. J'appris que la vieillesse apporte un super pouvoir, l'invisibilité stratégique. Ils ne nous voient pas arriver, et c'est là que nous gagnons. L'interphone sonna. C'était le concierge m'avertissant que le taxi pour le vernissage était arrivé. Je pris mon sac et donnai un dernier regard à l'appartement illuminé par le lustre en cristal baccarat qui brillait maintenant plus fort, propre et imposant. Avant de sortir, je passai par le bureau. Le coffre était là, fermé, gardant les documents de la SCI, mais le véritable trésor n'était pas là-dedans. Le trésor, c'était moi. C'était ma liberté, ma santé, ma volonté de vivre. La semaine prochaine, j'allais voyager. Pas à la banlieue, Dieu m'en préserve. J'allais en Italie avec un groupe d'amis de l'histoire de l'art. Nous allions boire du vin en Toscane, voir le David de Michel-Ange à Florence et rire jusqu'à avoir mal au ventre. Le testament, la succession, je laisse ça pour quand je mourrai. Et je n'ai aucune hâte que cela arrive. Dans le couloir de sortie, je vis la petite lumière du répondeur clignoter. Un nouveau message. J'appuyais sur le bouton. « Maman, c'est moi, Solange. Jérôme et moi, nous nous sommes disputés. Je suis fatiguée, maman. Je travaille dans une boulangerie maintenant. J'ai appris à donner de la valeur à l'argent gagné à la sueur. Je voulais juste dire que vous me manquez. Pas l'argent, vous, vos gâteaux. Si un jour vous pouvez me recevoir... »
La voix s'étrangla et le message se termina. Je restai immobile un instant, la main sur la poignée. Le cœur de mère se serra. C'était inévitable. Mais l'esprit de Colette resta ferme. Elle apprenait. Le processus était lent, douloureux, mais nécessaire. Si j'ouvrais la porte maintenant, j'interrompais la leçon. Je n'effaçais pas le message. Je le laissais là, clignotant. Peut-être que quand je reviendrais d'Italie, si elle travaillait toujours et se maintenait dignement, je l'inviterais pour un café. Un café simple dans la cuisine, sans parler d'héritage. Juste deux femmes conversant sur la vie. Mais cela, c'était un peut-être. Le maintenant m'appartenait. J'ouvris la porte et sortis dans le couloir. Le bruit de mes talons sur le sol en marbre résonnait, ferme et rythmé. Ce n'était pas le son de pas traînés de celle qui marche vers la fin. C'était la marche triomphante de celle qui commence seulement le meilleur chapitre de l'histoire. Je fermai la porte à clé. La vie m'attendait là-dehors et, pour la première fois depuis longtemps, je n'allais pas la laisser attendre. Je descendis par l'ascenseur, saluai M. Dupont qui me connaît depuis 20 ans. « Madame Colette, vous êtes élégante aujourd'hui. Vous allez vous promener ?»« Je vais travailler, Monsieur Dupont. Je vais vivre, » répondis-je avec un éclat dans les yeux qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Je sortis dans la rue, sentant le vent sur mon visage et le bruit de la ville. Je pris un taxi au coin. « Pour la galerie Bellecour, s'il vous plaît. » Pendant que la voiture avançait dans le trafic, j'imaginais Solange dans sa boulangerie, les mains dans la farine, apprenant finalement ce que signifie gagner son pain. Peut-être qu'au fond du puits, elle trouverait du caractère. La douleur est une professeure sévère, mais efficace. J'appuyais ma tête sur le siège du taxi et fermais les yeux un instant. Le jeu d'échecs était terminé et j'avais gagné. Mais plus que cela, j'avais récupéré ma vie. La ville passait là dehors, rapide et indifférente. Mais ici dedans, dans le silence de ma stratégie victorieuse, le temps marchait à mon rythme. Et le rythme était celui de la liberté. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.